Le travail d'introduction des intervenants avec Alain, et donc tu démarres la présentation du premier intervenant. Oui, tout à fait. Alors, donc nous allons commencer une présentation qui va répondre à ce qu'on a vu ce matin. Madame Brugière de France Agrimaire a présenté une méthodologie d'études prospectives. Là, on va voir des résultats d'études prospectives réalisées par VGPolis, suivant leur démarche. Donc on va accueillir Caroline Thibault et Philippe, je pense qu'il va prononcer son nom lui-même. Elegouarch. Allez, un petit effort, c'est pas mal. Merci. Elegouarch. Donc voilà, c'est à vous pour 20 minutes. Merci. Alors, je vais nous présenter. Donc, je suis Philippe Elegouarch, je suis responsable du service veille et prospective au sein de VGPolis. Et je suis accompagné de Caroline Thibault, donc, qui est chargée de veille et d'études économiques au sein aussi de ce service veille et prospective. Le travail que je vais vous présenter, en tout cas, c'est un extrait du travail qu'on va vous présenter cet après-midi, sur les 20 minutes avec Caroline, est un travail de prospective que l'on a commencé en 2007. Qui a été créé en fait de toutes pièces par un groupe d'entreprises et d'administrateurs en fait au niveau VGPolis et qu'on a imaginé comme un système de veille en fait récurrent qui permettra à la filière, donc là je me place en 2007, je parle au passé, qui permettra à la filière et aux 8 filières qui constituent VGPolis de pouvoir réfléchir en fait à l'avenir et se projeter et pourquoi pas, en tout cas, autant que faire se peut, anticiper sur des mutations et sur des ruptures ou de marché ou de mode de consommation ou des ruptures technologiques, comme on a pu voir ce matin. C'est un exercice en 2007, depuis ce démarrage en 2007, c'est un exercice qu'on a reproduit en fait tous les ans par une actualisation. Je vais vous dire 2-3 mots en fait sur la méthode qu'on a utilisée parce que je crois que c'est important que vous compreniez aussi, notamment par rapport à ce que Françoise Brugière a de façon très complète introduit ce matin, pour que vous puissiez vous positionner par rapport à ces propos-là. Et puis, on va vous faire un extrait en fait sur ce qu'on appelle nos scénarios, c'est-à-dire sur 2 des 6 scénarios, parce qu'on a 20 minutes et que l'exercice en fait dure réellement 2h30. Donc, vous voyez, on va essayer de condenser. Alors, la prospective. Pour reprendre les propos que vous avez entendus ce matin, c'est effectivement un outil d'aide à la décision. On n'est pas dans la futurologie, on n'est pas en train de vous dire faites ci, faites ça, parce qu'en 2030 ou en 2020, 2030, il va se passer telle et telle chose. Non, ce n'est pas ça. Malheureusement peut-être, mais ce n'est pas tout à fait ça. Par contre, on vient en fait vous livrer un certain nombre d'informations, d'analyses, de recueils, d'étonnements mis ensemble qui doivent vous permettre, au niveau de vos activités, qui doivent vous permettre de vous poser des questions, de prendre un peu de hauteur et de vous dire si je me projette à un horizon 10-15 ans, pour mon activité, est-ce que je suis conforme à ce que je suis en train d'entendre ou est-ce que j'ai une particularité, une spécificité qui fait qu'il faudra que je réagisse différemment. Et ça, c'est extrêmement intéressant en fait cet après-midi. Donc c'est vrai que du coup depuis ce matin, on est vraiment sur des messages qui sont en train de parler de l'avenir. Donc on est déjà en fait orienté dans notre esprit sur ces questions à se poser. Donc je pense qu'on va continuer dans cette logique-là. Néanmoins, c'est un exercice qui permet de prendre en connaissance des tendances et tous les éléments émergents et de rupture. Puisque vous allez le voir, on s'appuie sur des experts. En fait, on va avoir réellement là une perception d'acteurs de la filière, mais aussi d'autres secteurs qu'on a pu interviewer. Et puis, c'est également par rapport à vos réflexions stratégiques, pouvoir les enrichir en fait cet après-midi. Alors, notre façon de travailler, on vient en fait identifier des besoins de profil de capteurs. Donc nos capteurs, ce sont des experts du secteur du végétal, soit des experts d'un secteur en fait, technologique ou un secteur de marché, je dirais de façon pointue, soit des gens plutôt en position d'observation transversale. Et leur regard est aussi intéressant parce que du coup, ils peuvent comparer, s'étonner et livrer justement leurs étonnements et leur propre analyse. Donc on a un vivier en fait d'environ 180 capteurs, et c'est un vivier où on recrute entre guillemets des nouveaux capteurs en fait tous les ans. Donc à ce titre, si certains d'entre vous ont envie de participer cette année, vous nous contactez, c'est tout à fait ouvert. Et dans ce panel de 180, dans ce vivier de 180, on a interviewé 92 personnes en 2013. On est tout le temps en croissance en fait par rapport à notre panel, ce qui nous permet de garder en fait une représentativité.
C'est un travail qui est fait avec un partenariat avec Terralia, avec le pôle Terralia, ce qui fait qu'on va retrouver en fait des capteurs des deux écosystèmes, et puis également des capteurs qui sont totalement en dehors de ces deux écosystèmes, aussi pour oxygéner et ouvrir en fait à d'autres réflexions. Vous découvrez là sur l'écran quelques logos en fait d'entités. On ne parle pas de noms d'individus, mais quelques logos d'entités qui ont contribué à la réalisation de cette prospective et qui ont été interviewés dans le cadre des capteurs. Et puis, je vais vous dire quelques mots en fait sur notre méthode. Françoise Bougère, ce matin, vous a expliqué plusieurs types de prospectives, mais un objectif global. Je voulais reformuler là, donc on est totalement en phase. On va s'inscrire en fait aujourd'hui plutôt sur un exercice de prospective préventive, donc qui va s'appuyer, comme je le disais, sur un travail de captage d'informations par des interviews. Ensuite, sur une analyse, en fin de compte, une mise en commun, une mise ensemble de ces éléments, de ces informations, de ces étonnements. Il faut savoir que par année, on va peut-être obtenir entre 1000 et 1500 informations individuelles. Donc ça fait une masse, en fait, tout de même d'informations importantes à gérer. Et ce qui est intéressant, c'est ne pas traiter les 1000 ou 1500 informations de façon individuelle et autonome, de façon indépendante. Ce qui est intéressant, c'est d'associer ces informations entre elles et de voir en quoi elles contribuent à donner un message commun. Donc, on a une prospective qui s'organise en fait autour de deux axes. Un premier axe qui est l'observatoire, où on vient justement faire ce travail d'analyse, de recentrage en fait d'informations par rapport à tout le captage que l'on a pu faire. Et ensuite, on vient projeter cet observatoire, ces informations, dans un canevas de scénarios. Et là, on parle d'orientation, de projection, et on commence à imaginer ce qui pourrait, au conditionnel, se passer à un horizon 10-15 ans. Ces scénarios, nous en avons 6. Pour respecter le timing qui nous est confié et qui nous est proposé aujourd'hui, on va vous sélectionner 2 scénarios donc, qui sont présentés ici. Et on va donc essayer de voir en fait de combien on peut se rapprocher d'une filière responsable ou sous contrainte à 100% par exemple, c'est-à-dire qu'on va plutôt définir avec nos scénarios des caricatures. Et ce qui est intéressant, c'est pas savoir si on y est à 100%, ce qui est intéressant, c'est de savoir de combien en fait on se rapproche d'un sens ou d'un autre, et également quels sont les messages clés qui en sortent, quoi. Qu'est-ce qu'il faut retenir en fin de compte de ces interrogations. Donc on va travailler sur 2 scénarios ensemble. Le premier, pourrait-on tendre vers une filière responsable ou sous contrainte, et le deuxième, pourrait-on tendre vers une filière d'entreprise réactive. Alors, peut-être avant que je rentre dans le vif du sujet, avez-vous des questions par rapport déjà à cette méthode, ou est-ce que c'est clair pour vous? Bon, ça va. Là, vous prenez par surprise les porteurs de micro. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas où ils sont. Ils ont prévu d'être là à la fin. Bon, écoutez, vous pourrez poser les questions à la fin. Alors, on va donc démarrer par le premier scénario, à savoir, pourrait-on tendre en fait vers une filière responsable ou sous contrainte? Vous voyez là qu'on va parler de verre à moitié vide ou à moitié plein. Hein, on est bien en fin de compte sous un angle de regard qui est la réglementation. On a effectivement interviewé nos capteurs sur cet aspect-là, et on est venu ensuite se poser la question, est-ce qu'il faut prendre cette réglementation comme une menace? Et ça, ce serait presque notre réflexe en fait d'entreprise, parce que non pas qu'on ait un esprit négatif, mais parce que en fait on évolue dans nos métiers, dans notre corps de métier, et on est effectivement en fait contraint par rapport à cette réglementation. Néanmoins, le verre à moitié plein pourrait signifier qu'on reste responsable de notre destin malgré cette réglementation, et qu'on peut aussi en jouer, entre guillemets, et y trouver des opportunités. Donc on a présenté cette question, enfin en tout cas cette question sous ces 2 aspects-là, et ce qui est vraiment, ce qui a retenu notre attention au niveau des capteurs, c'était un message qu'on avait déjà vu, hein, évidemment aperçu dans les années passées, mais là cette année c'est apparu vraiment de façon très présente, c'est l'évolution des canaux de distribution. Donc très clairement, une évolution de canal de distribution, de canaux de distribution, et des entreprises qui s'interrogent en fait sur l'organisation, et donc par là même on s'interroge sur l'ensemble de la supply chain. J'entends par là en fait, et quelques phrases clés vous voyez en dessous que je vais pouvoir détailler, c'est notamment la mutation en fin de compte de tous les modes d'achat. Alors très clairement en fait, on observe des changements en fait au niveau des modes de consommation. On observe en fait une recherche de praticité. On recherche en fait un besoin de théâtraliser finalement les lieux de consommation. Et là, on va vous faire en fait un parallèle qu'on imagine tous. Hein, c'est Ikea, si j'ai le droit de citer des enseignes, mais c'est fait.
Ikea, hein, le mode corner, le mode en fin de compte où on se déplace en fait selon un chemin qui est imposé, où on propose en fait des aménagements d'intérieur, on marche même par superficie, et ça c'est quelque chose en fait qu'on revoit réapparaître vraiment de façon très importante au niveau de cette théâtralisation. Au niveau de cette théâtralisation, ce qu'il faut en retenir, c'est effectivement faciliter en fait le transfert du produit vers le chariot et faciliter la traduction et l'envie en besoin en fait par rapport au client. Il y a une volonté en fait au niveau des mutations de mode d'achat également du consommateur de disposer d'une meilleure traçabilité. Et ça, notamment au niveau des plantes aromatiques et médicinales. Très clairement, et on va le revoir tout à l'heure dans un autre propos, j'étais hier sur un travail en fin de compte qui concernait l'origine des produits et des critères d'achat. Est-ce que l'origine des produits est un critère d'achat? C'est un travail qu'on a fait pour VG-Police. Et le message qu'on a fait passer, c'est que lorsqu'il y a une crise sur un secteur voisin au vôtre, eh ben c'est aussi votre crise. C'est-à-dire que le scandale du voisin est aussi le vôtre, parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, lorsqu'il y a un doute sur du cheval dans des chiparmentiers, ça met le doute sur des tas d'éléments. Et ça ne met pas le doute uniquement sur le hachis parmentier, ça met le doute sur toutes les autres filières en fait à côté. Et ça, je pense qu'avec les quelques crises sanitaires qu'on a pu vivre là, malheureusement, il faut qu'on ait absolument conscience de ça, et il faut toujours qu'on soit dans la proaction. Ce qui fait que, au niveau des plantes aromatiques et médicinales, là, on a vécu, en fin de compte, et on a eu le retour de consommateurs sur une volonté de disposer d'une meilleure traçabilité, notamment de la provenance. Et finalement, on est face à des consommateurs qui peuvent presque devenir paranoïaques par rapport à ce qu'on peut leur raconter. Donc ça, c'est également, effectivement, important à comprendre. Lié à ça, il y a l'expérience du produit. Donc, je ne vous ferai pas, en fait, tout un laïus non plus sur Internet et sur tout ce qui se dit, puisque toute en fait l'expérience du produit se place là et l'influence se place sur nos canaux et médias web. Au niveau de l'impact en fait du phénomène du drive sur notre deuxième point, vous avez une petite photo en fait en bas. Le drive, c'est effectivement un moyen de distribution qui est en fait assez récent, en France en tout cas, mais qui est totalement en développement exponentiel sur l'alimentaire. Il faut imaginer en fin de compte qu'on puisse avoir exactement la même chose aussi sur d'autres filières. Et ici, vous avez un exemple d'un drive en fait rural. Alors un drive rural, je vais l'expliquer. On a là en fin de compte un box avec quelques casiers. Et là, le principe, c'est de mettre, c'est un click and collect, c'est de mettre en fait à disposition les courses que vous avez faites sur Internet, mais que vous n'êtes pas disponible pour aller les chercher dans les heures d'ouverture. On vous les met dans un casier et vous venez les chercher. Donc c'est vraiment une autre façon de voir la logistique. On est toujours sur du drive, mais vous venez chercher en fait vos courses qui sont mises à disposition à un endroit. En région parisienne, ça se développe. Il y a 2 monoprix qui le font. Il y a 2 centres commerciaux en fait qui le font également en région parisienne. Et pour ceux qui reçoivent le flash végétal, hein, qui est l'outil de veille en fait de VG-Police que Caroline est en charge, ben, ça sera même indiqué sur celui de vendredi. C'est ça, Caroline? Voilà, une primeur. Tout ça, ça nous amène en fait à repenser réellement la distribution. Le développement de la fertilisation croisée est un élément en fait important avec un lien qui pouvait exister mais qui a été vraiment renforcé dans les propos des capteurs cette année, et notamment le lien entre l'horticulture qui serait à même de profiter en fin de compte de la valeur ajoutée des plantes aromatiques et médicinales et du bienfait. Et là, on est vraiment dans une autre tendance qui est le bien-être et la recherche en fait santé, tendance bien-être. Voilà, donc là, il y a un lien certainement qui pourrait être exploité. Et enfin, sur la logistique, évidemment, où on est plus en train de travailler sur le flux tendu. Alors une autre idée clé à retenir par rapport à ce scénario qu'on vous présente cet après-midi, c'est la question de la réglementation qui ressort, alors qui est ressortie déjà depuis plusieurs années, hein, c'est pas forcément nouveau que les capteurs se prononcent sur cet élément-ci, mais toutefois on note une particularité cette année, c'est la question de la surenchère de la surveillance des pouvoirs publics. Alors ce qu'entendent les personnes qu'on a interviewées cette année, c'est vraiment que la réglementation est de plus en plus forte, de plus en plus prononcée, mais surtout que les pouvoirs publics notamment sont de plus en plus derrière les producteurs et autres pour peut-être presque plus surenchérir par rapport à l'exigence qui est demandée. Et ça, donc, les professionnels le notent,
essaie de s'adapter par rapport à ça, tant bien que se peut. Donc en tout cas, ça c'est un message assez important en relation justement avec notre scénario sur la notion de filière responsable ou sous contrainte. Alors, réglementation aussi lourde, notamment donc, par rapport à cette surenchère. On a souhaité illustrer également avec justement l'approche plantes aromatiques et médicinales. Et certains capteurs que nous avons eus plutôt dans cet axe-ci nous vous ont également communiqué l'exemple des compléments alimentaires. Alors une réelle évolution, ces professionnels notent une réelle évolution par rapport à ces éléments-ci, avec de par l'exigence des réglementations, de moins en moins d'ingrédients utilisés, et donc de moins en moins de souplesse aussi pour les professionnels pour promouvoir ces éléments-ci. Je cite, puisqu'en fait, certains nous ont dit que concernant les compléments alimentaires, il y avait 30% de moins d'ingrédients utilisés, et donc que de par cette réglementation de plus en plus forte, on en vient presque à se rapprocher de la réglementation au niveau des médicaments. Donc se pose aussi cette question de positionnement par rapport à ces produits-ci, et c'est une bonne illustration de la lourdeur de la réglementation à l'heure actuelle. Un autre point qui ressort, c'est la distorsion de concurrence. Alors là, peu importe entre guillemets les filières qu'on a pu avoir, que ce soit fruits et légumes, horticulture, même plantes aromatiques et médicinales également, on a cette question de la distorsion de concurrence, donc par rapport à la main-d'œuvre, bien entendu, mais pas que, notamment par rapport à l'optique PM, on est sur une logique des autres pays qui n'ont pas forcément, donc, bien entendu, la même réglementation et la même exigence en termes de réglementation. Résultat, certains nous ont dit, là où on veut justement protéger le pays par rapport à des crises sanitaires éventuelles potentielles, justement, il y a des produits qui vont arriver de pays de l'étranger pour lesquels il y a une exigence beaucoup moins forte. Donc, ça crée bien sûr une distorsion de concurrence et une question aussi de positionnement des professionnels par rapport à cela. Donc, toujours un élément à retenir par rapport à cette question de filière responsable ou sous contrainte. On va bientôt avoir une distorsion de temps. Donc on accélère pour remédier à ça. Également les entreprises qui s'organisent en interne. Donc là, c'est vraiment gérer des personnes spécifiquement sur des postes où la moitié de leur mission sur justement anticiper la réglementation qui peut arriver. Ça, c'était vraiment un point clé. Et puis enfin, les compétences nouvelles dans les entreprises. Je voulais vous en citer deux. Ont été notés les ingénieurs en compléments alimentaires, de plus en plus pour leur vision aussi un petit peu transversale dans les entreprises. Et puis également l'approche toxicologique. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a été cité, qui pour nous est quelque chose de nouveau. Alors pourquoi ? Parce que justement, ce que je vous indiquais tout à l'heure, la réglementation étant de plus en plus importante, de plus en plus forte, et se rapprochant de plus en plus par rapport au système des médicaments et de la santé, certains essaient d'anticiper ces éléments-ci en rajoutant des compétences en lien avec la toxicologie dans leurs entreprises. Troisième notion, en fait, sur ce scénario, filière responsable ou sous contrainte, c'est tout à fait convergent avec ce qu'on a entendu ce matin au niveau de l'ADEME, c'est la notion de développement durable qui tente à évoluer vers la notion de RSE. Alors, essor de la méthanisation, écoutez, je ne vais peut-être pas forcément revenir beaucoup dessus, on est complètement convergent avec ce qu'on a pu entendre ce matin, et c'est d'ailleurs tout à fait intéressant de noter cette convergence, en fait, puisque les sources étaient différentes. Au niveau donc voilà, il y a un intérêt croissant pour la méthanisation. On a noté en fin de compte plusieurs projets en fin de compte qui stagnaient des propos de nos capteurs du fait de problématiques de financement, mais on est tout de même sur une sensibilité accrue. Sensibilité accrue également sur le recyclage, avec une filière de recyclage, on va dire, qui s'élargit. C'est pas forcément tout le temps acté, mais il y a une sensibilisation qui se sent. Voilà, je vais vous reciter aussi les choses qu'on a entendues ce matin, qui est la chimie verte, les agrocarburants, la biomasse, et puis la question de la cogénération, en fin de compte, entre électricité et chaleur. Un exemple qui est intéressant quand même là-dessus, c'est le camion que vous voyez. Alors le camion que vous voyez, c'est un des 3 camions en fait de Carrefour, de l'enseigne Carrefour. 3 camions qui sont en test en fait dans le nord de la France et qui utilisent en fait des déchets de supermarchés. Voilà, pour alimenter en carburant les camions. Donc là, on en a 3 qui roulent en test dans le nord de la France, enseigne Carrefour. C'est un exemple à surveiller. Il faut voir s'il peut y avoir des continuités, mais on a quand même là une application en fait renouvelable. Et puis le point que je voulais aussi voir avec vous, c'est réflexion autour de nouvelles organisations et du bien-être au travail. Je vous ai parlé de bien-être tout à l'heure par rapport aux consommateurs. Là, il s'agit du bien-être par rapport aux collaborateurs. Ça, c'est une notion cette année que l'on a vu vraiment exploser dans les propos de nos capteurs.
explosé comme un axe de fidélisation de nos compétences qu'on a parfois du mal à trouver, à acquérir et à capitaliser. Et puis un axe en fait de bien-être à développer comme différenciation en fait aussi d'entreprise en termes de valeur. Ça rejoint la RSE, mais la notion de bien-être a réellement attiré notre attention là-dessus. On n'en avait pas forcément entendu parler comme ça les années précédentes. De la même manière, les notions de GPEC, c'est-à-dire la gestion en fin de compte des compétences, de vos compétences stratégiques et de vos besoins de compétences en fait à l'avenir. Là aussi, c'est une notion qu'on avait pu voir apparaître et qui se confirme à nouveau cette année. Alors assez brièvement, mais pour vous donner une représentation aussi visuelle de l'évolution de ce scénario, vous pouvez justement consulter la courbe. Là, l'impact, donc en 2013, donc par rapport à ce scénario, comme vous pouvez le voir à gauche, c'est extrêmement impactant. Hein, c'est un élément clé qui ressort de cette année dans la prospective. Après, pour vous faire comprendre aussi un petit peu l'évolution de cette courbe, en 2008, on était clairement sur le boom de l'effet Grenelle. 2008-2009, là, c'est vraiment cet élément-ci, avec une politique fortement axée sur ces éléments-ci, d'où le fait la courbe qui impacte notre scénario responsable ou sous contrainte. Bien entendu, la réglementation toujours est appuyée, ça a toujours été un sujet pour les capteurs comme impactant par rapport à leur activité. Donc il y a eu un petit moment, pas de stagnation, mais en tout cas sur lequel il n'y avait pas de message particulier. Et puis après, si vous pouvez constater la courbe qui repart, ça vient plutôt là de l'impact sociétal. Et c'est ça qui est intéressant à observer, notamment avec cette année, donc, l'année dernière, donc en 2013. On est sur une poursuite au niveau de cette courbe, puisqu'il y a une réelle pression réglementaire, mais qui vient également via la société. Et ça, c'est quelque chose qui, justement, fait évoluer cette question de scénario responsable ou sous contrainte. Alors, on trouvait intéressant de souligner quelques questions par rapport à ces éléments-ci qui peuvent vous permettre aussi d'y réfléchir par la même occasion. Alors, quelques questions, elles sont évidemment pas exhaustives. C'est simplement pour vous inciter là par rapport aux propos qu'on vous livre et on peut vous livrer d'ailleurs dans cette journée et demain, à vous interroger justement par rapport à votre entreprise. Quand on parle en fait de ces filières-là, voilà, on peut vraiment se poser la question, est-ce que mon produit va se vendre l'année prochaine de la même façon, de la même manière, autant, différemment, même canal, mêmes attentes que cette année? Ça, c'est une question en fait importante. Alors, on se trouve début 2014, il faut peut-être aussi penser à 2015. Mais c'est effectivement une des questions que vous pouvez vous poser. La question aussi, puisqu'on est sur la réglementation, c'est comment elle est traitée dans votre entreprise. Est-ce que par rapport à votre taille et votre structure, vous avez la possibilité de mettre une veille sur cette réglementation, vous avez quelqu'un en charge, ou au contraire, il faut trouver un moyen, en fin de compte extérieur pour le faire. Et puis ce que vous avez mis en place sur la surveillance de la réglementation aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant pour votre activité par rapport à la dynamique entre guillemets des textes, ou est-ce qu'il faut que vous repositionniez un peu vos moyens par rapport à ça? Donc il y a toutes vos autres questions qui ont pu vous traverser l'esprit jusque-là. Donc ça, c'est un élément important et une piste en fait d'ouverture pour vous. On va passer au deuxième scénario. Si on passait aux questions, non? Ou très très rapidement. Il est plus rapide. Il vous reste 2 minutes, questions comprises. Ok. Alors justement, c'est sur les entreprises réactives, donc nous aussi, on va essayer de l'être. Quelques messages clés, c'est justement l'impulsivité du consommateur par rapport à cette méthododépendance. Je pense qu'il y a eu suffisamment également d'illustrations par rapport aux problématiques du climat liées à ça. Et qui dit méthododépendance et impulsivité du consommateur, dit adaptation en termes d'offres et services. Donc on l'a globalement. Le retour qu'on a eu des capteurs, je vous laisse prendre connaissance des différents éléments également, mais c'est que les entreprises cherchent à justement diversifier leurs offres, produits et services. Pourquoi? Non pas parce qu'elles sentent quelque chose, mais c'est qu'elles n'ont plus le choix aussi pour se démarquer. Donc ça inclut des questions, des problématiques de logistique, bien entendu, par rapport à la gestion des stocks. Également de regarder, et ça c'est un message clé qui nous a été passé cette année, de plus en plus regarder ce qui se passe à l'international, reprendre les bonnes pratiques, les bonnes tendances, et puis également s'adapter aux variétés, aux phénomènes climatiques. C'est pour ça qu'on observe notamment, mais ça a été également illustré ce matin, quelques comités de réflexion prospectifs par région, notamment en Aquitaine. Si ça vous intéresse, je vous amène à consulter ce qu'ils ont pu faire.
en région Aquitaine pour voir un petit peu l'évolution et les impacts, notamment sur les cultures, entre autres. Très rapidement, en fait, la notion de lean management, en fait, qui sont des méthodes que l'on voit de plus en plus apparaître dans nos secteurs. Pour améliorer la performance, ça implique en fait toute une partie relocalisation de certaines productions qui pourraient venir, et c'est aussi une façon de rassurer le consommateur. En fait, ça simplifie la logistique bien sûr, c'est aussi une façon de rassurer le consommateur par rapport à la traçabilité de ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis notamment la RSE, voilà, qui devient en fait un peu le thème à la mode entre guillemets, après celui du Grenelle, et sur une multiplication en fait d'ateliers qu'on va aussi se développer là-dessus. Très rapidement en fait les tendances. Donc au niveau de la courbe, vous constatez une différence avec le scénario précédent. C'est aussi tout l'intérêt de pouvoir présenter différents scénarios pour voir les différents types d'évolution. Là, non pas que le message en 2012, vous pouvez tous vous poser la question, ah bon, les entreprises n'étaient plus du tout réactives. Ce n'est pas ce message-ci, c'est plutôt le fait qu'on a vraiment ressenti, si la courbe repart cette année, c'est qu'on sent vraiment de la part des dirigeants d'entreprise qu'on a pu avoir une volonté d'être proactif et de justement essayer de répondre à ces questions de personnalisation, à la problématique du lean management. Non pas que ça n'existait pas avant, mais en tout cas, là, clairement, c'était communiqué, c'est une priorité, et c'est donc cette volonté justement de répondre à cette problématique-ci. Voilà, très rapidement, quelques questions qui tournent autour de votre veille sur vos marchés. Comment êtes-vous structuré la veille sur vos marchés? Est-ce que vous avez intégré en fin de compte l'observation de l'usage de vos consommateurs dans votre développement de produits et développement de l'innovation? Et puis par rapport au propos de Caroline tout à l'heure, au niveau de la météodépendance, êtes-vous soumis à cela et comment vous pouvez en fait un peu y échapper? Merci beaucoup. Alors, y a-t-il quand même quelques questions? Oui. Laurent. Tu aurais pu te rapprocher, ça aurait été moins long. Hein. Merci. Bonjour. Donc moi je suis Astrador et je vous ai entendu parler de prise en compte de la toxicologie dans les entreprises et j'ai pas compris de quoi vous parliez en fait. Est-ce que vous pouvez préciser cette notion toxicologie? Enfin, c'est toxicologie de quoi? Alors là, en fait, c'était plus dans la notion, on a une thématique qui répond sur la question des compétences. Et justement, c'est plutôt l'analyse toxicologique au niveau des médicaments. C'est ce qui existe en termes de pharmacie notamment. Donc il y a toute une approche qui est en lien avec ces métiers-ci. Et maintenant, ils essaient justement, comme ils sentent que je vais plus vous répondre justement dans la finalité, pourquoi la toxicologie par rapport à ça, c'est qu'ils sentent que le domaine de la réglementation par rapport aux compléments alimentaires notamment, c'est un des exemples communiqués, se rapproche du monde donc de la pharmacie. Ils essaient justement d'être beaucoup plus transverses dans leur analyse, dans leurs compétences, et essaient de s'imprégner de compétences qu'ils peuvent retrouver dans d'autres domaines d'activité. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'idée de regarder aussi, c'est ce que vous illustrait tout à l'heure auparavant, de voir aussi ce qui se passe dans d'autres secteurs d'activité qui peuvent être de près ou de loin par rapport à l'activité en conséquence, et voir quels sont les métiers qui peuvent aussi se rapprocher